La faible représentation des femmes en politique, notamment au sein du pouvoir exécutif et législatif, est une particularité française en Europe. Pour pallier le manque de femmes dans les assemblées, un combat politique sur plusieurs décennies a conduit au vote d'une loi sur la parité, votée le 6 juin 2000. Éliane Assassi, Elisabeth Lamure, Muguette Dini, Catherine Morin-Desailly et Joëlle Garriaud-Mellam ont été élues sénatrices en septembre 2004. Leur parcours illustre ce combat. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Et puis il y a la petite nouvelle, on se l'arrache, mais c'est ici qu'elle a décidé de poser ses valises pour une émission de voyage. Je vous retrouve bientôt sur Paris Première avec dans ma valise des anecdotes, des photos, des reportages, des souvenirs. Je serai chaque semaine avec mon invité qui viendra nous faire partager sa dernière destination coup de cœur. 2 ou 3 jours avec moi, enfin avec elle, bref avec Mélissa. Bonjour à tous, nous voilà donc de retour dans le réel, dans le temps présent. Nous sommes bien le dimanche 30 novembre 2008. La France n'est pas en faillite, mais la France est endettée. Elle est très endettée. Le compteur de la dette qui arrive aujourd'hui à près de 1270 milliards d'euros. Alors avant de savoir si oui ou non la France est trop endettée, il faut qu'on s'entende sur ce que représente effectivement la dette publique. C'est un sujet de Christian Auboineau et Peggy Bruguière. Pour l'État, il a des dépenses, écoles, salaires des fonctionnaires, infrastructures. Il a aussi des recettes, TVA, impôts, charges sociales. Mais il arrive que ses dépenses soient supérieures à ses recettes. C'est ce qu'on appelle le déficit. François Chérec et Jean-Claude Mailly, très rapidement, est-ce que la France est trop endettée aujourd'hui ? Écoutez, moi j'ai toujours dit, et la CFDT l'a toujours dit, qu'il y avait un problème de dette dans notre pays et qu'il fallait agir sur ce problème de dette. Mais la crise, au moins financière, elle ne vient pas de l'endettement public. Elle vient de l'endettement privé. Ah oui, mais c'est l'État qui vous a sauvé la mise. C'est lui qui a dit je garantis les Il a sauvé la mise parce qu'il a joué son rôle. Il ne faut pas pour autant faire d'intox. Dix minutes seulement après avoir quitté Jérusalem, nous nous cognions au mur de séparation entre Israël et Palestine. On ne peut pas passer en voiture, et c'est à pied que nous franchissons le mur, entre checkpoint, labyrinthe et no man's land. Difficile dans un moment comme celui-là d'imaginer que nous sommes en route pour organiser un dialogue de paix entre deux peuples séparés par un mur. Sur la question de sécurité, oui, on s'est trompé. To go to Bethlehem, we go exit. Voilà, et là, voilà nos taxis qui vont nous amener. Après plusieurs minutes de marche, nous arrivons enfin en territoire palestinien. Deauville, Calvados, quelques semaines après la journée de casting d'Annette et sa visite à son agence de mannequins, tout a porté ses fruits. Annette a décroché une pub, très exactement, il s'agit d'un tournage pour une société française et c'est à Deauville que ça se passe. Je pense que de toute façon, il ne faut pas s'arrêter comme ça. Il faut faire, si on peut continuer à faire des choses que l'on aime, moi je trouve que c'est génial. Il faut faire attention, il ne faut pas avoir seulement une vision enchantée de la retraite. Et un problème, c'est qu'il y a quand même, pour un certain nombre de personnes, des retraites très faibles, très réduites, et qu'en plus, très souvent, il y a une surprise, je dirais, entre le dernier salaire et la première pension. La dette de la France atteint 77% du PIB. Rappelons que le maximum autorisé par Maastricht, c'est 60% du PIB. Donc si on divise cette dette par le nombre de Français, eh bien chacun d'entre nous, ici, sur ce plateau, nous devons 20 000 euros. Notre dette est même de plus de 20 000 euros. Cette dette représente-t-elle une menace pour notre avenir ? Les anglo-saxons et les Allemands en particulier ont une culture du déficit qui est mieux maîtrisée et mieux intégrée dans leur politique publique que nous ne le sommes. C'est d'ailleurs constitutionnalisé en Allemagne. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez à ce budget ? Alors de ne pas assez relever les impôts ? Ça, c'est toujours les caricatures que l'on fait à la gauche, de toujours vouloir relever les impôts.
Aujourd'hui, on a 14 millions de tonnes de méduses. C'est un changement radical et qui a été induit, et ça on le sait par les analyses écologiques, par la surexploitation. Donc il est bon de savoir cela, parce qu'il est bon de savoir que ces résultats nous forcent à nous dire qu'il va falloir mieux gérer les ressources renouvelables, non pas seulement pour leur futur, mais aussi pour le fonctionnement et la productivité des écosystèmes marins. Chaque année, nous avons un jour, c'était il y a une quinzaine de jours pour l'année 2011, qui marque le moment où l'humanité a utilisé davantage de ressources que ce qui s'est renouvelé au cours de l'année en cours. C'est-à-dire que nous vivons au-dessus de nos moyens en termes de moyens naturels. Ça, c'est les grands enjeux. Je pense que tout le monde voudra habiter dans le même immeuble, les jeunes dans un studio, les grands-parents dans un 2 pièces, les parents peut-être un peu plus grands, mais de se retrouver tout en étant indépendants. Je crois que l'avenir de la ville, c'est l'indépendance dans l'interdépendance. C'est sans doute un message plutôt positif que de savoir qu'en traitant les problématiques de la ville, on traite une grande partie des problématiques environnementales, à la fois émissions de gaz à effet de serre, mais également perte nette de biodiversité, parce que je voudrais quand même souligner qu'aujourd'hui on sait que l'érosion de la biodiversité dans le monde est principalement due au grignotage des espaces naturels. Le développement durable, c'est d'abord le bon sens urbain. Le problème de la Syrie, c'est qu'elle a une situation géostratégique très très importante. La Syrie, si la Syrie tombe, ou s'il y a le chaos qui a commencé d'ailleurs, mais ça peut déstabiliser toute la région. Il est évident que si on s'attaque à la Syrie, on s'y attaque, mais on s'y attaque par des mesures de sanctions économiques en particulier. Ça finira par marcher. Bachar el-Assad finira par partir. Mais enfin, en attendant, il y a des morts. Des considérations géopolitiques, il y a des considérations qui nous échappent complètement. En tous les cas, la communauté internationale aujourd'hui est en train de faillir. En tout cas, il faudra s'inquiéter de prévenir les massacres, de ne pas arriver toujours trop tard comme nous le faisons. Le capitalisme, c'est avant tout un mode de production qui permet à chacun de produire, d'innover. Tout repose effectivement sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Et à partir de cette production et cette innovation, ensuite de redistribuer la richesse qui a été créée. Donc l'origine de la crise de 2008, c'est l'éclatement d'une bulle de crédit absolument considérable qui s'est développée d'une manière rapide, beaucoup trop rapide, beaucoup trop mondiale. Et alors le paroxysme, puisque maintenant on est en 2011, c'est que vous avez derrière la dette des États et que vous avez le bout d'un système, une masse de crédit absolument considérable qui a été fabriquée et qui devient extrêmement difficile de purger ou de rembourser. C'est comme s'il y avait quelque chose qui résistait. Merci au peuple arabe de nous avoir rappelé qu'on peut briser le joug des despotes et de la tyrannie. Il faut que les violations graves soient réprimées au plus tôt. Et il faut être dans la rue pour manifester et dire qu'on veut la démocratie. C'est la fin d'un système, ça ne veut pas dire que c'est la fin du capitalisme. Il y a la place pour les citoyens, pour leurs initiatives. Aux citoyens de faire cette perestroïka du capitalisme. Organiser des débats, y compris avec les citoyens qui aujourd'hui ne veulent plus subir une décision mais veulent être les coproducteurs du futur. Il n'y a pas d'autre destin que celui que nous construisons. La moitié de l'humanité rêve de ce qui s'est passé et de ce qui se passe chez nous. Croire au progrès, c'est croire que le futur peut être différent du présent. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de se poser des questions. Aujourd'hui, et pas seulement à ce qui pourra advenir demain si nous nous mettons d'accord sur un changement de système. Et donc là, on commence à percevoir un petit morceau de notre usine. Et voilà, donc ça c'est l'usine, et ça c'est la tour à noix.
Et puis le château d'eau, avec toujours Continental qui trône fièrement. La fermeture de l'usine Continental fut emblématique de l'année 2009, année record en matière de faillite. Plus de 1000 salariés se retrouvèrent sans emploi du jour au lendemain, alors que l'usine était encore rentable. Le premier moment dur, c'était l'annonce de la fermeture. Donc ça, on avait été convoqués par téléphone. Moi, je travaillais de nuit. Ils m'ont dit de venir en urgence. Je suis arrivé là. Il y avait des gardes du corps partout. Tout était cloisonné. On ne savait pas ce qui se passait. Ah non. Notre but à nous, c'est on est venu ici de Compiègne et j'espère qu'on va gagner parce que c'est vrai que c'est un procès de 1160 Continental. Et bah là, j'espère que là, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que la décision va être prise et que Continental AG va perdre. Je crois que ça se résume en quelques mots. Les Contis ont encore gagné. Ouais! Moi, j'ai passé ma vie à me battre contre la nature féminine. Alors, quand on me disait qu'elle était moins bien que la nature masculine, je n'y croyais pas. Quand on me dit qu'elle est meilleure, je n'y crois pas plus. Zaya Ziwani est l'une des rares femmes chefs d'orchestre en France. Elles ne sont que 2% à exercer ce métier. On est dans mon bureau, ici au sein du théâtre Paul-Éluard de la ville d'Estaing. Et c'est au sein de ce théâtre qu'avec l'Orchestre Divertimento, nous sommes en résidence et où on travaille régulièrement pour justement pouvoir préparer l'ensemble de notre action culturelle et tous les concerts que l'on donne tout au long de la saison. Moi, je pense plutôt ce métier de chef d'orchestre comme un échange. Alors, est-ce que le fait de concevoir ces valeurs humaines un peu plus au centre du métier de chef d'orchestre, c'est propre aux femmes ou aux hommes, je ne pourrais pas dire parce que je suis sûre qu'il y a des hommes qui sont sensibles à ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime aussi et ce qui fera que peut-être ça sera aussi différent de la direction d'autres chefs d'orchestre. Donc on a 3 procédures ouvertes pour le gros sol de détention de sucre. Donc on va rentrer rapidement en file indienne, on va rentrer par l'accès pompier. Apparemment ils ont mis des caddies je crois. En tout cas on fait le maximum, on suppose quand on peut se poser, on suit au maximum. Dès qu'on descend les chauffeurs restent, les autres files à l'intérieur, les plus rapides montent direct dans les étages. Là vous pouvez voir toutes les personnes qui sont à l'intérieur du hall. Là ils sont dans le hall, tous. Parce que le monsieur là il m'a arraché la main et il veut pas se faire contrôler, il veut pas passer sa pièce d'identité. Bonsoir monsieur. Mais arrête de filmer toi, arrête de filmer là. Tu vas te calmer. Non magnifique. Non magnifique. Tu vas te calmer, c'est bon. Mais il t'a pas filmé toi. Il t'a pas filmé toi. Moi j'ai grandi en banlieue, donc à partir de là moi je n'appréhende pas du tout les contrôles dans les quartiers et tout. Je connais. Maintenant il m'arrive d'être blessée, d'être agressée, c'est comme ça, c'est de par l'uniforme qui les dérange aussi, mais ça ne m'arrêtera pas, ça ne m'arrête pas, et je repartirai là-bas. Au moment où la France traverse des événements dramatiques liés à des attentats menés au nom du djihad, plongeant la communauté musulmane dans un profond désarroi face à la menace islamiste, nous avons rencontré 2 personnages engagés qui militent en faveur de la tolérance, autant dans la société qu'au sein de la communauté musulmane dont ils sont issus. Latifa Ebn Ziatem et Hassen Chalgoumi, face à l'islamisme, n'arrivent pas à rester silencieux et inactifs. L'une mère de famille et l'autre imam, ils se sont engagés sur le terrain pour la paix. La ville de Toulouse a installé une stèle là où Imad est tombé. Kili, Naïra, Namori et Anis, accompagnés de Christophe Luatois, vont découvrir ce lieu pour la première fois. Marcel, l'ami d'Imad, les accompagne. Il connaît bien ce lieu. Nous, on a l'habitude d'y aller, qu'on y aille en délégation ou en cognito, on a l'habitude d'y aller. L'amour, c'est tout. Si on n'a pas d'amour, on n'a rien. Vous savez, quand on a de l'amour dans le cœur, on peut la partager. Si on ne l'a pas, on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui importe. Vous voyez, si je n'avais pas cet amour, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est ça qui compte.
Parce que j'aimais mes enfants, j'aimais mon entourage, j'aimais la vie que je porte. Et aujourd'hui, je dois continuer à l'aimer et je dois continuer à passer cet amour aux autres personnes.